défis du Sahel. Je pense qu'il n'y avait pas meilleure introduction à la conférence que ce que Sadio nous a laissé entendre ce matin. Diamnati, c'est un élément de perspective. C'est notre désir de voir revenir la paix, la cohésion et le développement dans notre région du Sahel, mais aussi dans notre pays. Éminente personnalité en vos rangs et grades respectifs, Monsieur le représentant du ministre délégué chargé des ressources animales, le rôle de modérateur est un des rôles les plus faciles, puisqu'il s'agit en vérité de laisser un éminent conférencier nous parler. Il s'agira ensuite de faire en sorte que chacun d'entre vous dans la salle puisse aussi parler. Et en principe des échanges, nous devons en ressortir avec quelque chose de très positif et qui nous permet donc de nous nourrir mutuellement et de nous enrichir. Je ne peux pas introduire le professeur sans d'abord, en son nom, donc à mon nom aussi, remercier l'association SUR pour la confiance et la responsabilité portée sur nos épaules. Nous sommes très honorés et nous nous sentons donc en devoir en tant que fils du Sahel d'avoir le même courage que vous avez eu, parce que je pense que vous avez été courageux. Nous pouvons tous témoigner que le Sahel n'avait pas encore atteint ce niveau d'organisation de ses fils et de ses filles, surtout dans un contexte d'insécurité, dans un contexte de méfiance généralisée et dans un contexte où tout le monde est attendu au mur, tout le monde est attendu au front, tout le monde est attendu pour mettre sa main à la pâte. Je pense que l'association SUR, avec le bureau qui le constitue, mérite que nous les saluions ici par des applaudissements. Ben, le professeur Al-Kassoum et moi sommes d'accord, le président Madani aussi est d'accord. Le plus important n'est pas de commencer. Et nous le savons tous dans nos traditions et dans l'histoire de tous les pays et les peuples. Le plus important, c'est de bien finir. Et bien finir veut dire qu'il faut qu'on réussisse les objectifs qu'on s'est fixés. Coordonnateur Madani, vous avez donné les objectifs auxquels nous adhérons parfaitement et vous pouvez être rassurés de notre soutien et de notre participation, en tout cas, à l'ensemble de vos activités et certainement à chaque fois que vous nous le demanderez. Alors, contrat social et perspective, contrat social unité nationale, ce sont deux bornes, c'est le présent et l'avenir. Contrat social, c'est l'ensemble de ces règles qui font que nous vivons aujourd'hui en société. Nous, les juristes, on appelle ça droit, c'est ça qu'on appelle l'état de droit des règles, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Ce sont nos valeurs. Et puis, unité nationale, c'est ce que nous désirons tous. Depuis longtemps, on cherche l'unité nationale, depuis 60 ans, peut-être avant, et nous devons continuer à chercher l'unité nationale. Donc, c'est le présent et l'avenir qu'on met ensemble. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on demande aux professeurs de dire enjeu, c'est vrai. Il y a des enjeux aujourd'hui. Et c'est très difficile dans nos villages là-bas. D'ailleurs, on n'a plus de villages, n'est-ce pas, sahéliens? En dehors de quelques capitales régionales, nous sommes dans des conditions très difficiles. Donc, je pense que le courage que SUR a eu de convoquer ces deux thèmes pour demander aux professeurs de nous parler de ces deux sujets est à saluer. Et je pense qu'on peut faire confiance au conférencier qui a été choisi. Moi, je l'appelle souvent le chirurgien de la sociologie. On l'a entendu plusieurs fois à l'université et on le voit aussi sur des conférences. Et nul autre que le professeur Al-Kassoum, sur les questions sociales, je pense, n'est aussi dynamique que lui. Est-ce qu'on est d'accord? Il va nous dire qui nous sommes. C'est ça la sociologie. Pourquoi nous fonctionnons comme ça? Pourquoi si c'est un tel qui me parle, je ne me sens pas bien? Pourquoi c'est la famille qui est grégaire? Pourquoi il va nous dire beaucoup de choses? Et je pense qu'on peut reconnaître ça au professeur Al-Kassoum. Donc c'est un professeur à l'université
qui a formé d'autres professeurs. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit professeur, ça veut dire qu'il y a des professeurs au Burkina Faso, un peu partout dans le monde, que lui, il a formé et qui sont devenus ce qu'ils sont. Donc, nous sommes fiers aujourd'hui de l'entendre. Mais en plus de ça, il a aussi quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas. C'est l'expérience aussi de l'État. C'est une autre vie de servir l'État à des niveaux de responsabilité. Il a été ministre pendant plusieurs années. Il a eu à faire face à des crises, à des défis, à des situations. Et je pense que ça vient lui donner la légitimité de nous parler aussi de ce sujet, en plus de ses connaissances académiques. Professeur Al-Kassoum, je ne vais pas aller plus loin. Si je veux te présenter à ta propre famille, c'est presque une insulte, puisque c'est ta famille. Je pense que tout le monde te connaît. Voilà. On va essayer d'être pas très long. On va lui donner la parole. Il va nous parler. Et puis, dans une deuxième séquence, vous allez parler aussi. Et puis, bon, on va faire une synthèse. Et puis, je pense qu'après ça, que la journée est terminée. Mais en vérité, c'est le chantier qui sera déblayé comme ça. On va repartir avec des engagements, certainement, avec des convictions, et avec des espoirs et des espérances. Et il n'y a rien de plus décevant que quand votre espoir est dessus après. Donc, professeur, je vous laisse la salle avec vos frères et sœurs. Merci, chers frères, chers amis. Je peux ajouter beaucoup de choses, chers camarades, puisque... non, on est là pour ça. Si on nous enlève ça, on n'aurait pas été ce qu'on a été. C'est la camaraderie qui nous a envoyés en mission là où on était, et pour rien au monde, on va renoncer à cela. Et tu es camarade aussi et tu veux refuser. Bien, je voudrais vous remercier. Remercier les ministres qui ont envoyé des représentants. Nous avons parlé de notre frère, dont le représentant est là. Et je voudrais aussi vous saluer et vous féliciter parce que vous avez eu l'humilité de faire le tour de vos frères pour vous présenter quand vous avez eu la charge. Et j'ai eu un grand bonheur de vous recevoir chez moi. Nous avons échangé à bâton rompu. C'est bien que les gens sachent que vous avez fait la démarche de vouloir vous enrichir de l'expérience de ceux qui sont passés avant vous. Et c'est une marque d'humilité qu'il faut reconnaître au ministre et à son équipe. Et je voudrais qu'on les félicite pour ça. Je voudrais remercier nos représentants à l'Assemblée qui sont là, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la légitimité de répondre au nom du Sahel. Et leur présence nous permettra d'avoir de l'écho au niveau de la représentation nationale. Donc, si vous pouvez leur faire vraiment un banc, ce serait bien. Merci à tous les anciens, puisque nous sommes jeunes mais anciens. Mais dans cette salle, il y a des anciens ministres. Il y en a plusieurs. Il y a des anciens députés. Il y a même des anciens ministres députés. Je pense qu'ils sont les plus nombreux. Bon, mais c'est l'heure qui est venue d'être ancien. Et je pense qu'on peut également remercier les Sahéliens parce que nous n'avons pas manqué de votre soutien. Quand on était en fonction, tout un chacun, à un moment donné de la vie, a pu faire ce qu'il pouvait faire pour nous accompagner. On ne s'est pas senti isolé. Et c'est cela qu'on demande à une famille lorsque vous avez des charges. Le moment est venu pour que nous aussi, on envoie l'ascenseur à ceux qui sont en fonction pour qu'ils ne manquent pas du soutien des Sahéliens. Je vous demande ce service-là. Remercier nos doyens, ceux qui ont la légitimité sociale, qui se sont donné la peine, mais je devais dire le plaisir. Mais comme c'est un déplacement, il y a un minimum de peine dedans, pour se retrouver ici avec nous. On sent que l'assurance qu'avait notre frère en parlant, c'est qu'il savait qu'il s'adossait à du coriace et du solide. C'est toute la légitimité sociale du Sahel qui vous permet d'être aussi rassurant. Et nous pensons que ça nous renforce tous. Merci d'être là. Et avec votre autorisation, c'est à vous que je demande la permission de m'adresser à la salle, à mes frères et sœurs
qui sont là. Merci pour votre présence. Alors, le thème, je pense que Ousseini vous a déjà décrit les contours. Il s'agit de parler de contrat social, d'unité nationale au Burkina Faso. Donc, pas forcément au Sahel, mais au Burkina Faso, et de voir les enjeux et les perspectives dans ce sens-là. Alors, il a dit, c'est deux bornes. Nous, en sociologie, nous allons dire que l'unité nationale, c'est ce qu'on appelle l'idéal type. L'idéal type, la formule de Weber, c'est un idéal qu'on poursuit mais qu'on n'atteint jamais. Parce que si vous l'atteignez, c'est que l'existence ensemble est achevée. Donc, aucun pays ne peut dire qu'il est arrivé à construire une unité nationale au point de dire qu'on marque une halte parce qu'actuellement, on a pu atteindre l'objectif à 100%. Donc, c'est un effort de construction permanente qui nous conduit vers cet idéal type qu'est l'unité nationale. Parce que vous en doutez qu'il y a tous les jours que Dieu fait des épreuves qui sont de nature à mettre en cause l'unité nationale. D'où nous devons tous être en état de veille, être dans la construction permanente pour qu'effectivement l'unité nationale puisse prévaloir. Alors je vous ferai donc une petite introduction, définition de quelques concepts, les défis, les perspectives, le comment des perspectives et enfin une conclusion. Alors je dis le socle du contrat social et de l'unité nationale réside dans le vivre ensemble. Vous imaginez un pays comme le Burkina Faso, plus de 60 nationalités, pour ne pas parler d'ethnie, parce que le mot ethnie, il est clivant. Et des pays comme le Rwanda, qui ont subi au moins 3 génocides, ont banni le mot ethnie de leur constitution. Et il est interdit au Rwanda de parler d'ethnie. Je pense que la révolution avait fait cet effort de parler beaucoup plus de communauté et de nationalité. Parce que le Burkina aujourd'hui, c'est plus de la 60aine de nationalités, parce que chaque groupe peut être considéré comme étant une nationalité. L'effort qu'il faut faire, c'est comment aménager l'espace commun de vivre ensemble entre ces groupes qui partagent le territoire. Parce que pour qu'il y ait un pays, il faut un État, donc un gouvernement, mais il faut un territoire et il faut un ensemble et la culture de ce territoire pour aller vers donc la construction de la nation. Il faut ce qu'on appelle la cohésion sociale. C'est quoi la cohésion sociale? Définir cela, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, je dis simplement à chacun, quand il va rentrer, qu'il achète un œuf, qu'il mette l'œuf à bouillir et qu'il casse l'œuf. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la cohésion sociale à partir de l'œuf. Quand vous cassez l'œuf, vous avez la coque dure. Après la coque dure, vous avez une membrane fine. Après la membrane fine, vous avez le blanc d'œuf. Après le blanc d'œuf, vous avez le jaune d'œuf. Ce jaune d'œuf est quelquefois teinté de noir. C'est ce qu'on appelle la cohésion sociale. C'est le principe de l'homogénéité hétérogène. L'homogénéité hétérogène. Quand vous prenez l'œuf, vous regardez, vous avez l'impression que c'est homogène. Vous ne voyez que la couleur de l'œuf. Mais plus vous avancez, plus vous découvrez à l'intérieur de l'œuf qu'il y a des choses qui sont hétérogènes, qui n'ont pas été obligées de se mélanger, mais qui sont restées dans une coexistence de telle sorte que l'œuf conserve son homogénéité. Donc quand on vous demande de cultiver la cohésion sociale, on vous demande d'avoir une coexistence et une cohabitation à l'exemple des éléments constitutifs de l'œuf, où vous ne voyez pas le jaune d'œuf faire la bagarre pour venir prendre la place de la coque, vous ne voyez pas la coque faire la bagarre pour aller au centre pour prendre la place du jaune d'œuf. C'est ça la difficulté de la cohésion sociale. Et donc ça convoque quoi? Ça convoque l'obligation d'être dans une diversité qui se respecte, parce que la diversité, elle tient parce qu'il y a une complémentarité, elle tient également parce que tout un chacun respecte la différence et la diversité. Prenez déjà au niveau du Sahel, si on arrive à respecter cette coexistence pacifique, cette homogénéité hétérogène, nous pouvons dire que nous avons atteint la cohésion sociale. Et ça, c'est le plus difficile. Il y a également que
il faut arriver à faire coexister l'unité, l'unicité et le communautarisme. Parce que l'unité et l'unicité ne doivent pas noyer le communautarisme. Mais le communautarisme ne doit pas être outrancier au point de faire disloquer l'unité et l'unicité. Donc ça également, c'est des choses importantes à préserver. Après cette introduction, on va se questionner, parce que tout ce dont on parle, ça tourne autour d'un concept fondamental qui est le concept de démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est un régime politique, un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l'ensemble des citoyens. De façon résumée, on dit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà ce qu'on peut entendre par la démocratie. Mais il y a une panoplie de démocratie. Il y a ce qu'on appelle la démocratie autoritaire. C'est contradictoire, mais ça existe. La démocratie directe, la démocratie libérale, la démocratie parlementaire et la démocratie représentative. Nos représentants à l'Assemblée nationale exercent une démocratie représentative. J'entends des gens dire qu'il faut impliquer le peuple. Mais impliquer le peuple ne veut pas dire qu'on va aller tous les jours qu'on veut prendre une décision, aller aligner les gens de Marcoy pour les écouter, aller à Toumaïl pour les écouter, aller, je ne sais pas, aller même à Kankalabé et aller voir les gens de Bobo qui ne comprennent rien pour les écouter. Non. J'espère qu'ils sont là pour entendre ça. C'est que chaque compartiment de la population a désigné des représentants qui sont à l'Assemblée, non pas pour défendre ceux qui l'ont délégué, mais pour défendre la nation. Parce que souvent, nous avons ces confusions, et c'est pourquoi souvent à l'Assemblée, vous avez quelqu'un se lève et dit, bon, la route Marcoy-Tinakov n'a pas été bitumée. Bon, c'est légitime de poser le problème, mais nous rentrons dans une dynamique de régionalisation, parce qu'une fois que vous êtes élu, vous êtes le député de la nation, et non le député de l'Oudalan ou bien du Sénou. Mais il reste que vous êtes là pour que les intérêts du pays, dans son intégralité, soient préservés, mais que du fait de votre présence, que les intérêts résiduels de votre lieu d'appartenance ne soient pas également écrasés. Donc, la représentativité se trouve dans le fait que des gens ont reçu un mandat du fait d'avoir été élus pour donc être là et faire entendre la voix de ceux qu'ils représentent. Donc, voici le principe de la démocratie représentative. Il y a la démocratie athénienne qui désigne le régime politique de démocratie directe mis en place progressivement dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité. Mais on s'entend tous pour dire que l'ancêtre des démocraties modernes, c'est la démocratie athénienne. Il y a la démocratie participative, qui est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique dans le cadre de la démocratie représentative. Alors, sous la Révolution, c'est cette forme de démocratie participative, avec les délégués, les CDR, qui font des veillées pour échanger, pour remonter l'information vers le haut et que l'information du haut redescende également vers le bas. Donc, on a l'impression que le peuple participe de bout en bout à la prise de décision et que sa voix est entendue. Après ceci, le contrat social. Le contrat social, c'est une expression qui désigne une convention tacite et librement consentie entre les membres d'un corps social, entre les gouvernés et les gouvernants, entre l'individu et l'État. Cette convention permet aux hommes de coexister pacifiquement. Je dis un corps social. Bon, aujourd'hui, nous parlons de l'État. Mais même lorsque vous êtes un groupement villageois, quand c'est un corps social, vous devez avoir un contrat social pour pouvoir gérer ce groupement. Il y a des choses, des clauses qui vous lient. Dans un village, il y a un contrat social, puisqu'il y a un chef de village, puisqu'il y a des administrés. Le code de conduite du village, c'est quoi? Donc, ce contrat social, il peut être localisé dans des corps réduits ou se retrouver au niveau de l'État central. Donc, voilà ce qu'on entend par contrat social. Mais on se réfère toujours à Jean-Jacques Rousseau pour définir le contrat social, avec son ouvrage
du contrat social ou principe du droit politique. Et Ousseini a bien dit, comme il est juriste de formation, il a resitué le contexte. Cet ouvrage date de 1762. Il est une analyse de la relation contractuelle pour tout gouvernement légitime, de telle sorte que soient articulés les principes de justice, d'utilité, afin de concilier l'aspiration au bonheur avec la soumission à l'intérêt général. Donc le contrat social est là, pas pour défendre des particularités, ça va préserver l'intérêt des particularités, mais c'est surtout pour l'intérêt général. On entend très souvent les gens parler de l'intérêt supérieur de la nation. Et le contrat social doit privilégier cela. Parce que si chacun doit être là pour dire mon intérêt, on risque de dissoudre l'intérêt général dans des intérêts individuels qui ne font pas avancer la nation. Et c'est pourquoi d'ailleurs aussi, pendant la campagne, c'est un contrat social que les candidats essaient d'établir entre les électeurs et lui, avec leur programme de société. Vous avez vu pendant les élections le nombre de candidats qu'il y avait, mais chaque candidat avait quand même sa marchandise à vendre. On peut caricaturer ainsi. Mais cette marchandise, c'est un contrat social qu'on veut négocier avec un projet de société qu'on vend aux électeurs. Et s'ils adhèrent, celui qui est élu doit venir maintenant mettre en œuvre ce contrat social. Et d'où justement les contradictions de nos pays. Parce que lorsque des gens voient en compétition que vous avez 4-5 candidats qui veulent être président, que le président qui est élu, il veut mettre son programme, vous allez voir ceux qui sont à l'opposition qui vont tenter de le bloquer en disant qu'il fait de l'exclusion. Mais il n'a pas été élu pour mettre en œuvre le programme de tous les candidats. Il a été élu pour mettre en œuvre son programme et les autres qui n'ont pas été élus doivent être dans la posture d'être ce qu'on appelle des contre-pouvoirs pour contrôler la mise en œuvre de ce programme, de ce projet de société, étant entendu que l'Assemblée est le lieu le plus indiqué pour exercer ce contrôle de l'exécutif à travers donc le législatif. Donc voilà ce qu'on entend par contrat social au niveau donc de Jean-Jacques Rousseau également. L'unité nationale désigne l'union d'un ensemble d'individus au sein d'un groupe suffisamment homogène pour que l'on parle de nation. Donc la difficulté dans notre contexte burkinabé, c'est que nous ne sommes pas encore une nation. Nos pays sont des États, mais nous n'avons pas réussi l'exercice consistant à bâtir une nation. Et la difficulté d'avoir l'unité nationale dans notre contexte, c'est que nous sommes restés encore avec des particularismes qui n'ont pas pu faire la synthèse. Il faut un travail idéologique et politique qui nous conduise à faire en sorte que dans certains secteurs, des nationalités renoncent à leur particularisme pour adhérer à un projet commun qui nous permette de bâtir une nation. Donc nous sommes des nations en construction, qui ne sont pas encore des nations fortes, à l'exemple de celles qui ont des siècles d'histoire, pour ne pas dire des millénaires d'histoire. Et donc la difficulté va se trouver là. Quand on va parler d'unité nationale, alors on se réfère à quoi pour dire que nous avons une unité nationale? Parce que quand vous regardez, ce qui est valable dans la communauté Peul peut ne pas être valable dans la communauté des Mossé. Ce qui est valable là peut ne pas être valable chez les Bissa, chez les Bobo. Donc il va falloir que le travail se fasse pour qu'on dégage des valeurs qu'on va considérer comme étant des valeurs autour desquelles l'unité nationale doit se construire et la nation doit se bâtir. Et tous les problèmes que vous avez en Afrique, lorsque vous voyez qu'il y a une petite bagarre, comme on n'arrive pas à caractériser, les Européens sortent la loupe de lecture de l'ethnicisme pour dire qu'en fait ce sont des conflits ethniques. Or, il s'agit de conflits qui engagent non pas des ethnies, mais qui engagent le vivre ensemble de communautés qui se cherchent dans la construction de leur État-nation. Donc la difficulté que nous avons, c'est celle-là. Pour garantir l'unité nationale, il est important de restaurer la confiance et l'autorité. Sans confiance et sans autorité, il n'y a pas d'unité nationale. Cela passe par la compréhension et le respect des valeurs et principes de la République. Le Faso, qui est l'autre forme républicaine du Burkina, qu'est-ce qu'on met dedans comme valeur? Et qu'est-ce qu'on s'engage pour respecter? Si nous n'avons pas ça, il va être difficile de cultiver le vivre ensemble.
il est également important de respecter les libertés fondamentales des uns et des autres et de faire preuve de solidarité. Parce que le socle sur lequel on peut bâtir une nation forte, c'est le principe de la solidarité. Or, aujourd'hui, dans notre pays, notre solidarité se cherche parce que vous savez que l'évolution des sociétés, le recul de la tradition, avec l'introduction de la modernité, c'est le terreau fertile pour faire disparaître la solidarité. En sociologie, nous les sociologues, nous disons qu'on passe de la solidarité mécanique vers la solidarité organique. Solidarité mécanique, dans nos sociétés traditionnelles, c'est que si moi, je passe et je vois mon frère Ousseini qui est en bagarre avec quelqu'un, je ne pose pas de questions. Je m'engage aux côtés de Ousseini pour d'abord en découdre avec la personne. Après, je lui demande, mais mon frère, est-ce que tu peux me dire en fait ce qui s'est passé? C'est vrai. Il va me dire ça. Après, je me rends compte qu'il n'avait même pas raison. Mais en fait, j'étais obligé quand même de porter secours à mon frère. Ça, c'est la solidarité mécanique. Et ça, on regarde ça dans nos communautés souvent. Et on voit des bagarres rangées où on ne comprend rien. Mais celui qui vient ne cherche pas à comprendre. Je vois, c'est l'IAMA qui est en difficulté. Bon, il faut que je le sauve d'abord. Et après, on va savoir ce qui va se passer. Alors, maintenant, dans la société moderne, ce n'est plus cette solidarité mécanique. C'est ce qu'on appelle la solidarité organique parce que les relations se sont complexifiées. Et je vous donne un exemple. Nous qui sommes dans cette salle, chacun peut faire peut-être une semaine sans avoir passé un coup de fil au village. Mais dans la journée, vous avez appelé 5, 6, 10 collègues. Donc les relations ont changé de paradigme. On n'est plus sur des relations de lien de sang, on est sur des relations fonctionnelles de travail. Nous sommes tous plus proches de ceux avec lesquels nous travaillons qu'avec nos frères. Vous qui êtes là, je ne sais pas quand est-ce que j'ai appelé, parmi vous, qu'est-ce que j'ai appelé d'ailleurs la dernière fois. Je ne me rappelle pas. Mais si vous prenez mon téléphone, vous voyez que j'ai appelé peut-être 40 personnes en 2 jours. Ce n'est pas des parents, ce n'est pas des frères. Ce sont des gens avec qui, soit je suis en affaires, soit je suis en relation de travail. C'est ce qu'on appelle la solidarité organique. Et c'est ça qui fait qu'effectivement, il faut qu'on comprenne qu'il y a des glissements qui s'opèrent. Maintenant, on revient aux défis. Quels sont les défis que nous avons pour arriver à bâtir ce contrat social? Il faut que le contrat repose sur une large implication de toutes les catégories et les couches sociales. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre bureau, vous rédigez un contrat social et puis vous dites, bon, j'ai rédigé un contrat social pour le Burkina. Non, il faut une large communication autour de la chose. J'imagine aujourd'hui que si on veut un contrat social nouveau, qui doit aller à l'Assemblée, c'est que comme chaque région a des représentants, ce serait bien que chacun discute dans sa région avec ce qu'on veut mettre dans ce contrat social. Remonter à l'information pour qu'on puisse faire une synthèse. Pour moi, ce travail est beaucoup plus un travail du législateur qu'un travail de l'exécutif. Parce que les ministres ne sont pas configurés de sorte à être des représentants des régions. Mais par contre, à l'Assemblée, ne serait-ce que les 13 qui représentent les 13 régions, plus les autres qui représentent les autres couches, puisque ce n'est pas seulement une question de région, parce qu'il y a aussi les fonctionnaires qui ont leurs intérêts à préserver, il y a les FDS qui ont leurs intérêts à préserver, il y a toutes les catégories, les agriculteurs, les éleveurs. Donc je pense que voici le bastion qui peut nous aider à aller vers l'élaboration d'un nouveau pacte qui va nous permettre d'établir les liens entre nous. Ensuite, éviter l'ostracisme, l'exclusion. Il ne faut pas que des catégories se sentent mises de côté dans l'élaboration du contrat social. C'est un contrat social qui va mourir de sa belle mort dès lors que des individus vont se présenter pour dire « votre affaire ne nous concerne pas, vous l'avez élaboré sans nous, allez vous débrouiller avec ». Donc il faut des larges concertations pour qu'on puisse avoir un contrat social correct. L'union sacrée. L'union sacrée est un élément important. Vous voyez, aujourd'hui au Burkina, face à cette question de l'insécurité, nous avons l'impression que chacun est couché chez lui en se disant « Tiens, mon heure est arrivée. L'heure est arrivée pour moi de récupérer la chose comme dit l'autre. » On ne construit pas un pays où chacun est dans sa chambre en train d'attendre son heure pour prendre la chose. Regardez vous avez beau ne pas aimer les Français.
lorsqu'on tire sur quelqu'un dans la rue et qu'on dit que c'est un acte terroriste, les oppositions, tout le monde oublie qu'il y a la politique. Et ils ont beau ne pas aimer Macron, ils vont venir s'arrêter derrière pour dire la nation est en danger, l'État en danger, sauvons la nation, sauvons l'État. Mais pourquoi nous on ne peut pas faire ça? C'est ce qu'on appelle l'union sacrée. Mais depuis le temps qu'on a commencé avec cette histoire d'insécurité, où des gens disent de faire l'union sacrée, ça va faire 7-8 ans que l'union sacrée, on n'arrive pas à l'obtenir. Parce que ce moment, chacun est dans des calculs. Il y a de calcul en calcul, on va aller en déperdition. Et quand le pays va disparaître, je pense qu'il y aura le temps de faire des calculs sous terre. Donc j'ai parlé de la cohésion sociale, mais également la jeunesse, les femmes, parce qu'aujourd'hui ce sont les catégories qui tiennent le pays. C'est la jeunesse. Et quand on a un pays comme le Burkina, où plus de la moitié, c'est de la jeunesse, ceux de moins de 25 ans même sont encore plus nombreux. Alors, est-ce que vous pouvez avoir un contrat social où les vieux vont se retrouver pour dire, bon, ils sont assez jeunes, nous pouvons faire tout à leur place. Non, ça ne va pas marcher. Et récemment, moi, j'ai quitté beaucoup de groupes parce que les jeunes ont compris qu'il faut bousculer les anciens et commencent à taper sur les anciens. Et bon, c'est insupportable. Mais c'est une poudrière dont il faut tenir compte. Et ce qu'on est en train de faire aussi, si nous n'avons pas la sagesse de respecter le rôle et la place des jeunes, c'est un nez mort ou un mort-né que nous avons entre les mains. Parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et encore les femmes. Parce que les plus fidèles dans cette affaire, elles ne sont pas nombreuses, mais c'est quand même les femmes. Quand ça rentre, c'est rentré. Parce que nous, les hommes, on est préoccupés par autre chose. On s'est dit être préoccupés. On a le temps de faire des choses, mais on préfère laisser ça entre leurs mains. Il y a le principe de la production, contribution, redistribution. Ça, c'est un élément important pour l'impact social. Il n'y a pas des gens pour travailler, des gens pour ne pas dormir, et puis après des gens pour consommer. Parce que c'est eux les plus malins, les plus intelligents, les plus forts. Si on rentre dans ce cercle-là, le contrat social ne va pas aboutir. Le principe de nos sociétés, anthropologie économique et sociale de nos sociétés, c'est que même quand on dit que les terres sont gérées par le doyen des doyens, il fait attention à ce que tout le monde participe à la production et qu'au moment de consommer, personne ne soit privé de la consommation. C'était l'unité de production, l'unité de stockage, l'unité de transformation, l'unité de consommation. Nous qui sommes un peu plus âgés que les autres, nous avons connu que dans la cour, il y avait peut-être un seul champ pour tous les ménages. Nous avons connu que c'est le même grenier pour tout le monde. Et nous savons qu'il y avait une seule personne qui était autorisée à faire des bottes pour donner. Et les femmes vont faire le plat central avec les hommes là, les femmes là, les enfants. C'est l'unité de consommation. Mais tout ceci est en train d'être perdu. Nous sommes à un stade où la production de ceux qui produisent est confisquée par ceux qui pensent qu'ils sont les plus forts et les plus malins. C'est ce qu'on appelle l'injustice sociale. Et l'injustice sociale ne peut pas permettre à un contrat social de prospérer. La soumission de tous les ordres de pouvoir au peuple et à la politique. Dans un pays où l'ordre est normal, le plus haut niveau de sacrifice, c'est la politique. Parce que la politique, c'est l'art de gérer la cité. Et si la politique est correcte, c'est que l'armée, la police, la gendarmerie, la chefferie, les commerçants, l'économie, tout est soumis aux politiques. Parce que c'est lui qui a l'art de gérer. Et donc, si on veut avoir un ordre normal, on ne rentre pas dans un cycle où le politique est diabolisé, mais c'est un ordre où on dit que la gestion normale de la cité est confiée aux politiques. Mais en ce moment, il faut que les politiques eux-mêmes soient exempts de toute critique. Parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas nombreux ceux qui ont montré le bon exemple. Donc nous sommes nous-mêmes, ce que je disais hier avec le sujet, j'étais en conférence là-bas, nous sommes nous-mêmes disqualifiés, déqualifiés et discrédités. Et quand vous êtes disqualifié, déqualifié, discrédité, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est à nous de faire amende honorable pour que l'ordre normal revienne et que chacun accepte que celui qui doit gérer le contrat social, celui qui propose le contrat social, c'est bel et bien le politique.
Parce qu'une société sans politique n'est pas une société organisée. C'est l'ordre normal des choses. Il y a également la question de la capacité de faire la jonction entre le pouvoir et l'autorité. Parce que souvent, on fait la confusion entre les deux. Il y a le pouvoir à part, il y a l'autorité à part. Le pouvoir, c'est la possibilité qu'on vous donne de faire et ou de faire faire. Vous êtes allé chercher à être député, les gens vous donnent, ils vous disent, on vous donne la possibilité. Donc vous avez le pouvoir. Mais l'autorité, c'est la capacité de faire et ou de faire faire. Si on vous donne le pouvoir, il faut vous donner l'autorité. Parce qu'un pouvoir sans autorité, c'est de l'anarchie, et une autorité sans pouvoir, c'est la dictature. Parce qu'il y a des gens qui s'accaparent du pouvoir sans qu'il n'ait été légitimé. Ils s'imposent à tout le monde. Donc, ils n'ont pas le pouvoir. Mais quand le peuple vous donne le pouvoir, c'est que le peuple s'attend de vous à ce que vous ayez l'autorité pour faire en sorte que le pouvoir fonctionne. Donc ça également, s'il n'y a pas la conjonction entre pouvoir et autorité, le contrat social ne pourra pas être exécuté. Simplement, le policier qui est assis au feu tricolore et que tous ceux qui viennent, ils passent au rouge et il n'a pas l'autorité pour pouvoir les arrêter, eh bien, il ne fait pas son travail. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Ce n'est pas le fait d'avoir le sifflet, d'être en tenue, de dire que je suis le policier, je dois maintenir l'ordre. Mais vous avez quelle autorité pour maintenir l'ordre? C'est cela qu'il faut pour que le contrat social puisse également fonctionner. Et puis, la clarification des rôles entre les différents appareils d'État et les différents centres de pouvoir. Là, on dit normalement qu'il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a la communication qui est le quatrième pouvoir. Alors, si ce type de pouvoir, si personne ne connaît son rôle, personne ne sait quel est son rôle exactement, le contrat social va être bafoué. Et dans des pays, on va se trouver avec l'exécutif qui veut faire le travail du législatif. Se trouver avec le législatif qui se mêle du travail de l'exécutif. Non, il y a une séparation des pouvoirs qui doit permettre aux choses de fonctionner de façon harmonieuse. Depuis quand le judiciaire va se mêler de faire le législatif? Et ça, ce n'est pas leur travail. Est-ce que le judiciaire doit se mêler de l'exécutif? Ce n'est pas leur travail. Surtout qu'ils ont demandé, n'est-ce pas, l'indépendance de la justice. Est-ce que la communication doit se sentir aussi fort, les abeilles de Hussein à son temps, aussi fort pour bousculer tous les ordres de pouvoir, pour se permettre d'être le judiciaire, d'être l'exécutif et d'être le législatif. Donc il faut une clarification des rôles. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un cinquième pouvoir qui est né, qui se trouve à la conjonction des 4 pouvoirs, qui est le pouvoir de la société civile, les OSC. C'est le cinquième pouvoir, qui lui également ne sait pas où se trouver. Alors hier on me disait, c'est un contre-pouvoir. Mais une OSC n'est pas un contre-pouvoir. Une OSC, c'est un groupe de pression qui doit exercer la pression à la fois sur l'exécutif, sur le judiciaire, sur le législatif et sur la communication. Mais depuis que le concept d'entrepreneur politique est né, oui, les OSC sont devenus des contre-pouvoirs. Ils sont absolument en collision avec l'opposition pour perturber l'exécutif, ou ils sont avec l'exécutif pour démanteler l'opposition. Et ça, c'est une fausse route. Dans un pays, chacun doit connaître son rôle. Dans un gouvernement, si on est le ministre de la communication, il fait son travail de communication. L'enseignement supérieur fait son travail. Mais si je fais un glissement sur le terrain de Hussein, il y a un problème. Ça devient, ça met en mal l'action gouvernementale. Et le manque de maîtrise du rôle des uns et des autres crée également des problèmes pour donc le pacte qu'on veut bâtir. Enfin, les perspectives. On entend souvent dire que la démocratie a des problèmes, dire qu'on ne veut plus de démocratie. Mais ça, c'est ce sont des aberrations. La démocratie n'a pas un problème. C'est nous qui avons des problèmes avec la démocratie. Oui,
Et les gens oublient. Lorsque Chirac disait que la démocratie était un luxe pour les Noirs, on s'est tous levés pour insulter Chirac. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à dire que la démocratie, ce n'est pas fait pour nous. Nous n'en voulons pas. Mais nous sommes dans des contradictions flagrantes. Mais le problème n'est pas la démocratie. Le problème, ce sont les animateurs de la démocratie. Le problème n'est pas le pacte social. Ce sont les animateurs du pacte social. Le problème n'est pas le contrat social. Ce sont les animateurs du contrat social. Et là, il faut arriver, comme nous n'avons pas de valeurs nationales, il faut qu'on revienne aux valeurs ancestrales, qui peuvent être notre repère pour le moment. C'est l'intégrité. Nous avons tous, quand on dit Burkina Faso, Burkinabé, nous sommes tous fiers de dire que nous sommes intègres. Mais quand vous observez avec... aujourd'hui, je viens pas avec une loupe. Regardez simplement les comportements des gens, vous allez vous rendre compte que beaucoup de Burkinabés ont divorcé avec l'intégrité. Et le divorce est consommé. Parce qu'ils sont devenus autre chose. On a même envie d'être voltaïque plutôt que d'être burkinabé. Du fait des comportements de beaucoup d'entre nous. Donc, le sens de l'intégrité, il faut qu'on ramène ça sur la table. Le sens de la probité, l'honneur, la dignité, la tolérance, le respect des aînés. Ça me paraît important. On peut voir les aînés, et puis bon, on se comporte comme si on était déjà... oui, parce qu'on a un pouvoir, on pense qu'on est plus... voilà, on est plus respectable que l'aîné qui est en face de vous. Non, c'est la confusion des statuts. L'homme a plusieurs statuts, et par moment, il n'y a qu'un seul statut qui doit être activé. Et quand vous êtes en famille, il ne faut pas t'attendre à que votre papa vienne, parce que c'est monsieur le ministre qui vient s'accroupir pour dire monsieur le ministre. Non, lui, il voit encore son enfant. C'est son enfant. Vous avez beau être président, vous avez beau être le plus riche du monde, vous avez beau avoir 50 ans, il voit son enfant. Et l'enfant doit se respecter à son papa plutôt que quand on dit que le papa est venu pour lui dire bonjour, il est 8 heures, il regarde sa montre et puis il commence à ronronner et puis à tourner dans son lit pour dire que le vieux là, pourquoi il vient à cette heure-ci là. Il doit venir à cette heure-ci parce qu'il y a un temps où il te réveille à 5 heures, 6 heures du matin. Mais lui, dans sa logique, son logiciel, il est encore actif. Il va te réveiller quand il veut, parce que tu l'as dérangé aussi. Voilà, on oublie que les parents ont passé des nuits blanches à cause de nos cris. C'est ça qui fait qu'ils ont un pouvoir sur nous. Donc, ces principes élémentaires, il faut les activer. Le sens de la responsabilité. Il ne faut pas être des responsables irresponsables. Il faut que chacun cultive le sens de la responsabilité. Quand on te confie une parcelle de pouvoir, mais il faut, quand tu poses des actes, il faut les assumer. Mais il y a des gens qui n'assument pas. Ils posent un acte, ils cherchent un agent pour charger. Pourtant, c'est lui qui a fait agir. Mais comme souvent, c'est les instructions verbales. Bon, les gars, non, après, tu te débines pour dire non, il a fait. Ça, c'est un manque de responsabilité. Il faut assumer ses responsabilités, quoi qu'il advienne. Le respect du bien public. Ben, si le bien public n'est pas respecté, il n'y a pas de pacte. On ne peut pas prendre les ressources du pays, investir, et puis des individus vont en faire ce qu'ils veulent. Ça également, c'est un principe élémentaire. Le principe de la contribution, j'en ai parlé à ce niveau-là. Mais comment? Je vais conclure par comment réussir cela. C'est l'éducation. Il faut l'éducation formelle. Que dans les curricula, qu'on donne aux gens le sens de l'intégrité, le sens de l'honneur, le sens de la discipline, le sens du respect. Ça, il y a des choses qu'on a enlevées à un moment donné, des cours, mais on commence à les ramener, et je pense qu'il faut les ramener. Celui qui est en train, on dit bien, les Français disent, qui aime bien, châtie bien. Nos papas nous ont corrigés. Aujourd'hui, l'enfant est devenu l'enfant roi. Mais nous, on a été corrigés. Mais personne n'a détesté son papa après, parce qu'il va dire, papa, merci, tu as fait de moi quelqu'un. Mais regardez aujourd'hui, quand vous avez un visiteur qui vient chez vous, avec ses enfants, pendant que vous, vos enfants qui ont peur de vous, ils sont assez tranquilles, l'enfant du visiteur, il récupère votre télécommande et il commence à manipuler. Si on lui dit rien, il monte sur le guéridon. Si on lui dit rien, il va prendre le téléphone
du propriétaire de la maison. Et ça amuse les parents. Les plus courageux vont vous dire, ah, bon, il est comme ça, bon, de toutes les façons, c'est le génie de la maison, il aime bien manipuler. Bon, tu es en train d'en faire quoi? Non. S'il arrive à ce stade-là, il doit récupérer quelques fessées pour comprendre qu'il n'est pas à la maison. Donc nous sommes dans la période de l'enfant roi où l'éducation n'est pas assumée de façon conséquente. Et c'est ça qui nous envoie à ces dérives où quand l'enfant sort, il va à l'école, le maître veut parler, il dit au maître, bon, écoute, voilà. Il a même les papas pour gronder le maître. Enfin, c'est la socialisation, il y a deux types. Socialisation familiale, que chacun donne à son enfant les valeurs de la famille. Si je suis un Peul, j'éduque mes enfants à respecter les valeurs de la République, mais je leur dis aussi ce qui ne se fait pas dans ma communauté. Voilà. Aujourd'hui, on mange en public. C'est pas ça qu'il faut leur dire, parce qu'ils vont mourir de faim. Mais il y a des choses que vous pouvez leur dire, ça ne se fait pas chez nous. Oui. Pendant que tu te gênes, les autres sont en train de manger, tu es assis avec ta faim. Tu risques même de devenir après dégueulasse parce que tu vas commencer à parler seul. Voilà. Mais donc, il y a des choses quand même qu'on peut leur apprendre pour dire que chez nous, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. Voilà. Donc, quand je vais en France et que je vois un bon Peul dans la rue, je peux le reconnaître. Je peux le reconnaître. Parce que je sais comment il doit se comporter. Ça s'apprend en famille. Et puis, il y a la socialisation associative. C'est ce que, si vous empêchez vos enfants d'aller voir les enfants des autres, ils vont être des tarés sociaux. Parce que tout ne s'apprend pas à l'école, tout ne s'apprend pas à la maison. Ils vont aller avec leurs amis, ils vont apprendre des choses, mais quand ils vont revenir, essayer de voir s'ils n'ont pas appris des choses qu'ils ne doivent pas apprendre. C'est tout. Mais laissez-le aller mûrir au contact des autres. Sinon, vous fabriquez des poltrons qui vont raser les murs. Mais il faut cela. Et il y a également le rôle des partis politiques. Je finis avec ça. La socialisation associative, c'est qu'il faut éduquer politiquement et idéologiquement les adhérents. La pagaille que nous avons dans ce pays qui fait que les gens détestent les partis politiques, c'est parce que, évidemment, personne ne fait son rôle. On est content d'avoir 1 million d'adhérents, mais on ne fait pas l'effort de leur dire comment la République doit être respectée, comment le bien public doit être respecté, quelle est la ligne du parti. C'est voilà pour les syndicats. Il faut une formation continue, que chacun fasse son rôle. Mais aujourd'hui, chacun jette tout sur l'État. L'État, c'est qui? C'est l'autre confusion. Les gens confondent l'État et le gouvernement. Le gouvernement n'est pas l'État. Le gouvernement, c'est le bureau exécutif de l'État. Mais l'État, c'est nous tous. Si nous sortons, le gouvernement est ridicule parce qu'il n'y a personne à gérer. D'où chacun doit apporter sa part contributive au fonctionnement normal de l'État. Voilà, mon frère, la conclusion, c'est il faut développer le sentiment national. Tout de suite, nous avons entonné l'hymne. Il faut avoir la fierté à entonner l'hymne national. Quand on l'entend, nous devons tous vibrer. Il faut donc une réduction du communautarisme. Parce que chacun doit accepter également que quand on construit une nation, il ne faut pas avoir tout le temps le repli identitaire communautariste. Ça détruit l'esprit de la République et de la nation. Et enfin, le respect des minorités. Vous avez beau être 90% de la population, s'il y a des gens qui font 1%, au nom des principes du contrat social de la nation, ils ont des droits. Et ils ne doivent pas disparaître parce que vous êtes les plus nombreux. Que Dieu nous préserve de tout cela. Merci beaucoup. Je pense qu'on le savait bien, c'est une véritable mise à plat. J'espère que tout le monde a lâché un peu cette conviction pour exécuter vraiment ce qu'il a dit. Et il nous donne des outils. Je n'ose pas dire pour renaître, pour conduire notre action future, surtout sur la réflexion. Parce qu'elle est aussi très précise pour développer le sentiment national, l'appartenance à une nation, réduire le communautarisme. Il va donner quelques éléments de définition. Il y en a 2 ou 3 que j'aime particulièrement. L'unité nationale est une construction permanente en vérité. Il ne s'agit pas de l'atteindre et de dire que si quelqu'un ne l'a pas atteint, qu'il a échoué. Parce que si dans la logique, on est dans une dynamique de continuité, chacun fait sa part jusqu'à ce que les choses soient comme nous souhaitons tout simplement.
Je pense aussi qu'il est bon, comme il l'a dit, l'État c'est nous. Et pour comprendre ça, j'ai bien aimé la distinction que vous avez faite et qui permet de rejoindre un peu les juristes. En fait, pour qu'on parle d'un État, il faut 3 éléments. Un territoire. Je pense que le Burkina Faso a un territoire. Il faut une population et il faut un gouvernement. Et toute la conférence est focalisée véritablement sur la population. Et pour que la population puisse vivre ensemble, c'est ça le contrat social. Et c'est ça qui a été mis dans la Constitution, puisque c'est là le principe de fonctionnement des populations a été mis dans ce document. Quand on dit décentralisation, ça veut dire que l'État a fait le choix de l'État unitaire. Il n'est plus question de remettre en cause ce choix unitaire. Le Burkina Faso est un État unitaire, mais consent à donner quelques pouvoirs à des entités qu'il appelle collectivités locales. Les gens confondent la démocratie, ce n'est pas la Constitution. La démocratie, c'est un chapitre de la Constitution. C'est un titre 4 ou titre 3 consacré à la dévolution de pouvoir. C'est là qu'il faut réinventer les choses en fonction des défis que nous avons. Mais on ne peut pas se passer d'un contrat social qui est les règles qui font que nous sommes assis ensemble. Si chacun de nous sort aujourd'hui, chacun prend la droite, personne ne roule à gauche. C'est une règle convenue. Il y a des pays où on roule à gauche. Pour ceux qui voyagent, ils le savent. Il y a des pays, ce n'est pas à droite qu'on roule, mais c'est à gauche. Donc c'est important de se rendre compte que le contrat social doit être codifié et partagé par l'ensemble des 60 communautés qui sont là, avec un comportement qu'il a indiqué. Ça veut dire développer un sentiment national. C'est le Burkina Faso avant tout. L'union sacrée, réduire les communautarismes et naturellement faire en sorte que les acteurs jouent leur rôle et que les acteurs ne s'empiètent pas les uns sur les autres. Je crois que je ne vais pas reprendre la conférence. Il s'agit simplement de vous ramener les éléments clés de ce que le professeur a dit. Merci pour cette mise à plat. J'espère que ce n'est pas la remise à plat des rémunérations, des salaires. Ça va venir aussi. C'est peut-être aussi un élément du contrat social. Voilà. On va vous donner la parole. Vous aurez autant de temps que lui. En principe, on va prendre 1 heure d'échange. Pas plus. Ça consiste surtout à vous écouter et à donner au professeur le temps de répondre. La discipline aussi, c'est un élément du contrat social. Et pour réussir cet échange-là, il nous faut quelques règles de discipline. Et je voudrais proposer qu'on fasse une liste unique d'interventions. C'est une première règle. C'est ça notre constitution de ce matin. Et pour intervenir, il faut s'inscrire sur une liste. Deuxièmement, le temps de parole donné à chacun est au maximum de 2 minutes à 3 minutes, pas plus. Parce que si on est 100, si on donne 5 minutes à chacun, ça fait exactement 500 minutes. 500 minutes d'écoute, il suffit de considérer qu'une heure fait 60 minutes. Ça nous fait environ 8 heures qu'on va s'asseoir pour écouter chacun. Étant entendu que naturellement, 5 minutes de parole, c'est aussi une autre conférence. On n'a pas vocation à épuiser tous les sujets ce matin. Je considère qu'il y aura d'autres espaces de discussion. Le président Diallo m'a rassuré qu'il y a aussi des commissions thématiques dans l'association qui permettent d'approfondir un certain nombre de sujets après. Donc on va commencer à droite. Je vais prendre une liste des personnes qui... Qui est la conférence. Nous allons prendre les invités dans 10 minutes.